pour le retour de la paix dans notre pays. En prélude à cette rencontre maliano-malienne, le gouverneur de Koulikoro a rencontré hier les légitimités traditionnelles de la région. Objectif, les informer de cette initiative présidentielle et demander leur contribution et bénédiction pour relever ces défis. De Koulikoro, une correspondance de Djemba Moussa Konaté. Cette réunion entre le gouverneur de Koulikoro et les légitimités traditionnelles est une réponse au vœu du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de privilégier le dialogue direct entre Maliens pour la paix et la réconciliation. Au cours des échanges, le chef de l'exécutif régional a réinvesti les légitimités traditionnelles dans leur mission de faire du vivre ensemble l'unité nationale, les socles du développement du Mali. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Nous avons tenu à les rencontrer pour leur faire part des vœux du président de la transition à l'occasion du nouvel an 2024. Il y a un engagement fort et puis un appel solennel que le président a lancé à l'endroit des légitimités, à l'endroit de tous les Maliens, pour que la cohésion sociale, la paix et le développement harmonieux au Mali soient des réalités vivables. Occasion pour le colonel Lamine Kapori Sanogo de rappeler à ses interlocuteurs les principes qui guident l'action publique de l'État qui sont la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision, le respect de la souveraineté du Mali et le respect des choix stratégiques opérés par le Mali. Nous leur avons dit clairement que ces points-là ne sont pas négociables. Aussi, nous leur avons fait part, en tout cas, d'une commission qui sera mise en place pour un délai d'à peu près un mois et qui va produire un rapport dans le cadre du dialogue social, dans le cadre de la paix, de la cohésion et du bon vivre. Je suis satisfait de cette rencontre puisque les chefs de village et les chefs de quartier sont venus, tout comme les représentants de l'État sont venus nous écouter. Une séance de prière a mis fin à cette rencontre. Koulikoro, Djemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ORTM. Le même exercice est tenu à Gao pour un même objectif, donner la bonne information aux légitimités traditionnelles sur le dialogue direct intermalien qui vise à restaurer la paix au Mali et à renforcer l'unité nationale. C'est le gouverneur de région qui s'est livré à cet exercice, à l'issue duquel ses interlocuteurs, comme vous allez les entendre, expriment leur pleine adhésion à l'initiative du chef de l'État. Le compte-rendu de Agali Agagissat qui nous appelle de la cité des Askia. C'est dans une salle pleine à craquer que le gouverneur de la 7e région a rencontré les légitimités traditionnelles. Et c'est dans le seul but de transmettre le message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. À l'occasion de son discours, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président, a annoncé l'organisation prochaine d'un dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. C'est donc pour toutes ces raisons que le gouvernement a demandé à chaque gouverneur des régions d'organiser une rencontre du cadre d'échange avec les légitimités traditionnelles de sa région pour vous informer de cette initiative du président de la transition. Demandez vos bénédictions pour l'organisation d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Yacouba Maïga, deuxième adjoint au maire de Gao. Mon souhait, c'est de voir ce dialogue prôné par les hautes autorités soit le creuset du retour à nos sources, à nos valeurs, pour que demain, nous puissions être un Mali uni, prospère. Une initiative qui vient à point nommé car la paix et la réconciliation sont aujourd'hui des aspirations des Maliens. L'annonce donc du cadre du dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation est bien accueillie par les interlocuteurs du jour. Mahamoudou Touré, membre du cadre de concertation de la région de Gao. C'est le lieu de vous dire ici que le message, nous l'avons entendu et nous l'avons apprécié et nous sommes fiers de ce message-là, ce message de dialogue intermalien. Sidi Ould Al-Mokhtar Konta, membre de l'association de légitimité traditionnelle du cercle d'El Moustrat. On a avec les messages et on a avec ça, on a avec les paix et le dialogue national. Autres leaders de la région se sont succédés au pupitre pour magnifier leur pleine adhésion à l'initiative du président. La rencontre a pris fin par des bénédictions pour le Mali. Gao, Agali Agissa Alassana Hamadou pour l'ORTM.
Sur la scène internationale, au Sénégal, la Cour suprême a rejeté hier l'appel de l'opposant Ousmane Sonko contre sa condamnation pour diffamation. De son côté, le Conseil constitutionnel fait autant concernant son dossier de candidature au motif qu'il était incomplet selon un avocat de l'opposant. Le président du Conseil constitutionnel a estimé qu'il manquait une pièce capitale au dossier de candidature, a expliqué Maître Ciré Clédorli, venu représenter Ousmane Sonko lors de cet examen du dossier. Mais aucune précision n'a été apportée sur la nature de la pièce manquante, a-t-il expliqué. En République démocratique du Congo, la conférence épiscopale catholique et les églises protestantes demandent l'ouverture d'une enquête indépendante sur les illégalités présumées lors des élections générales du 20 décembre dernier. Dans une déclaration commune, elles mettent en lumière de nombreux problèmes lors du scrutin. Parmi les infractions signalées, des retards de plusieurs heures pour l'ouverture des bureaux de vote, des pannes de machines et d'autres obstacles qui ont entraîné une extension inattendue du vote au-delà du 20 décembre. Le sous-secrétaire général aux affaires humanitaires des Nations Unies met en garde contre la détérioration de la situation humanitaire au Soudan. Près de 25 millions de personnes auraient besoin d'aide humanitaire cette année, mais l'escalade des hostilités rend la plupart d'entre elles inaccessibles selon l'ONU. Elle souligne que la communauté internationale doit prendre des mesures décisives et immédiates pour mettre fin au combat et sauvegarder les opérations humanitaires. En Libye, le gouvernement d'union nationale annonce l'arrestation de l'émir local de l'État islamique, Hachem Abou Sidra. Disparu depuis des années, son arrestation est jugée comme une réussite pour les forces sécuritaires. Il est le principal responsable du massacre de 21 coptes égyptiens en 2015 sur la côte de Sirte. Les victimes ont été égorgées et leurs photos avaient fait à l'époque le tour du monde. Au Kenya, les avocats appellent à une journée de mobilisation la semaine prochaine. Cet appel fait suite à une sortie médiatique du président William Ruto qui les accuse de corruption et de l'empêcher de mener à bien sa politique de réforme. Le président Ruto parle d'une justice au service du plus offrant. Des propos qui ont provoqué un véritable tollé dans le monde juridique kenyan. Selon un membre de l'organisation des avocats, cette attitude du chef de l'État est déplorable et un très mauvais signe pour la démocratie. Il avait promis de remettre les enfants à l'école et d'obtenir des moyens supplémentaires pour l'éducation. Le nouveau Premier ministre tchadien Succès Masra a rencontré hier les enseignants. Objectif, rouvrir les classes fermées depuis novembre 2023 pour cause de grève. Le chef du gouvernement appelle à un retour en classe sous 10 jours. Il promet en contrepartie aux enseignants de répondre à leurs préoccupations. D'ici au 15 janvier, donnez-vous 100 jours où nous allons travailler en parallèle à mobiliser toutes les énergies pour que l'État travaille encore mieux à être plus au chevet de l'enseignant, a déclaré Succès Masra. En Iran, des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Kerman pour participer aux funérailles des victimes du double attentat qui a fait mercredi plus de 80 morts et près de 300 blessés. Au cri de vengeance, une foule demande au chef des gardiens de la révolution de venger la mort de ces personnes. Le chef de l'armée d'élite iranienne a affirmé que la mort de ces personnes avait été vengée par avance avec l'aide apportée aux différents groupes qui combattent actuellement Israël à Gaza, mais aussi à travers les actions du Hezbollah, des Houthis au Yémen ou encore des groupes chiites en Irak et en Syrie. Enfin, aux États-Unis, la Cour suprême va décider de l'éligibilité de Donald Trump. Elle a annoncé la veille de ce 6 janvier, 3e anniversaire de l'attaque du Capitole. C'est justement en raison de son rôle dans cette attaque que la Cour suprême du Colorado veut empêcher l'ancien président américain de se présenter à la primaire républicaine de l'État le 5 mars prochain. Elle considère que Donald Trump a participé à une insurrection qu'il doit être interdit des fonctions officielles. Le camp de Donald Trump est confiant. Sur les 9 membres de la Cour, 6 juges sont conservateurs, dont une moitié a été nommée par Donald Trump lui-même. Sport football, le Mali joue ce samedi contre la Guinée-Bissau en match amical de préparation pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le coup d'envoi est prévu à 19h au stade du 26 mars. Toujours en football, la 12e journée du championnat national de Ligue 1 a démarré hier et prend fin demain dimanche. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famou Djourti. Les Aigles du Mali et les Djurtus de la Guinée-Bissau s'affrontent ce samedi en match amical de préparation pour la CAN 2023 au stade du 26 mars. Ce sera à 19h temps universel. Le match revêt une importance capitale pour le Mali qui évolue dans une poule relevée en compagnie de l'Afrique du Sud, de la Tunisie et de la Namibie. Parvenir à battre la Guinée-Bissau serait pour les Aigles une source de réassurance et de confiance avant le début de la compétition. De son côté, la Guinée-Bissau évolue dans un groupe plus abordable avec la Côte d'Ivoire, pays hôte, la Guinée équatoriale et le Nigeria.
Les Jurtus espèrent confirmer leur bonne forme actuelle et réaliser une performance de qualité lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce face-à-face entre les deux équipes permettra à chacune d'elles de peaufiner sa préparation en vue de la phase finale de la CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Toujours en football, cette fois-ci championnat national de Ligue 1, la 12e journée a démarré ce vendredi avec 4 rencontres et se clôturera dimanche avec 4 autres matchs. En ouverture, ce vendredi 5 janvier, le leader l'AS Real a remporté une victoire étriquée 1-0 face à l'USFAS. Le Djoloba C a dominé l'Union sportive du Cercle d'Equita par 2-0. Lasco et ATS de Coro se sont séparés sur un score de parité 2-2. La rencontre entre 11 créateurs et AS Bakarijan s'est également soldée par un match nul 3-3. Les 4 premiers matchs nous ont offert 13 buts au total. Les attaquants ont l'occasion d'égaler, voire battre le record de 19 buts marqués lors de la 4e journée après les 8 matchs disputés. Les affiches de ce dimanche 7 janvier sont les suivantes: Binga FC AS Black Star, US Bougouni Club Olympique de Bamako, US Bougouba Afrique Football Elite et Stade Malien de Bamako AS Police. Tous les matchs débutent à 15h45. Boxe à présent. Après Tyson Fury, un autre grand défi attend le Camerounais Francis Ngannou. L'ancien champion de MMA se mesurera à un autre combattant britannique, Anthony Joshua, lors d'un combat prévu le 9 mars 2024. L'annonce a été faite par le promoteur Eddie Hearn sur son compte Twitter ce vendredi 5 janvier. Les détails de cette confrontation seront révélés lors d'une conférence de presse qui se tiendra à Londres le 15 janvier. Il convient de noter qu'Anthony Joshua, le Britannique, peut se targuer de 27 victoires et seulement 3 défaites en 30 combats. Pour Francis Ngannou, ce sera sa seconde apparition sur un ring après son combat contre le redoutable Tyson Fury. Toujours en boxe, pour terminer, Martin Bakoulé, boxeur congolais originaire de Kananga en République démocratique du Congo, est le nouveau numéro 1 mondial des poids lourds de la WBA. Une première pour un boxeur africain. Cette reconnaissance internationale ouvre la voie à une possible opportunité de se battre pour le titre de champion du monde. Martin Bakoulé a détrôné Anthony Joshua, le Britannique qui s'apprête à défier le Camerounais Francis Ngannou. Martin Bakoulé a un palmarès de 23 combats, 22 victoires dont 14 par KO et une seule défaite. Malgré ses résultats exceptionnels, il n'avait jamais eu l'opportunité de se battre pour le titre de champion du monde. Cette nouvelle place de numéro 1 mondial pourrait toutefois changer la donne et lui offrir de nouvelles opportunités. CAN Côte d'Ivoire 2023, on en parle toujours avec la présentation des différentes équipes. Gros plan aujourd'hui sur le groupe A, composé de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Siragatou Sissé nous en parle. Vainqueurs de la CAN en 1992 et 2015, les éléphants de Côte d'Ivoire rêvent d'une 3e étoile. Le sélectionneur français Jean-Louis Gasset a des joueurs expérimentés à l'image de Serge Aurier, Max-Alain Gradel, Sébastien Haller, Seko Fofana et Franck Kessié. La Côte d'Ivoire, 8e de finaliste en 2021, a à cœur de se faire pardonner. Les éléphants évoluant à domicile seront à leur 25e participation en Coupe d'Afrique des Nations. Autre poids lourd du groupe A, le Nigeria et ses 3 sacres continentaux, 1980, 1994 et 2013. Les Super Eagles du Nigeria, du sélectionneur portugais José Peseiro, iront à Abidjan pour jouer leur 20e CAN de l'histoire. La star de l'équipe, Victor Osimhen de Naples, couronné Ballon d'Or africain 2023, portera le Nigeria sur ses épaules, assisté de Samuel Chukwueze, Victor Boniface et Alex Iwobi. La Guinée équatoriale reste sur un quart de finale en 2021. Le Nzalang national, amené par le capitaine et vétéran Emiliano Nsue, Alex Balboa et Federico Bicoro, jouera grandement sa chance. Sa meilleure performance est la 4e place en 2015. Les Équato-Guinéens, sous la direction de Juan Micha, vont participer à la 4e Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe la moins cotée du groupe A est la Guinée-Bissau. Les Jurtus seront à la 4e phase finale consécutive, 2017, 2019, 2021 et 2023. Et les 3 fois, ils sont éliminés dès le premier tour sans la moindre victoire. Le sélectionneur Bassirou Kandé comptera sur les cadres Mama Baldé, Sori Mané, Jonas Mendes et Morito Gassama pour hisser haut le drapeau bissau-guinéen. Une fois n'est pas coutume, pas de générique annonçant la chronique culture et société de ce samedi, puisqu'elles se mettent aux couleurs de la CAN Côte d'Ivoire 2023, donc du sport, avec un focus sur les maillots des aigles du Mali. Pour mieux comprendre les différents symboles et leur portée, notre chroniqueur culturel est allé à la rencontre d'un professeur de l'art et d'un journaliste sportif. Leurs explications et commentaires dans ce compte rendu signé Alpha Maïga.
Les aigles du Mali vont arborer tunique verte et blanche. Là, le griffon aigle semble dominer la poitrine des joueurs. C'est un emblème. Oumar Kamaraka, professeur d'histoire de l'art. Et l'emblème, c'est d'abord un concept qui peut représenter une personnalité physique ou morale, qui représente aussi une idée, une institution, comme des équipes. La tunique, c'est le maillot. Alassane Suleiman, journaliste. Le maillot, c'est d'abord l'identité. Le maillot d'une sélection, d'une équipe de sport, c'est d'abord pour marquer son identité. De loin, le logo floqué sur le maillot des aigles symbolise la force, l'énergie et la vigueur des jeunes en mission pour la conquête du trophée africain. Vu de près, ce logo permet et oblige les acteurs sportifs à s'élever avec des ailes, courir et ne pas se fatiguer, se défendre et ne pas se lasser. C'est une force parce que c'est une identité. Les joueurs, quand ils portent ça, ils s'identifient à ça. Parce qu'ils savent qu'il y a des symboles qui sont derrière. Lorsque vous regardez le maillot, et l'aigle lui-même est représenté par les ailes qui symbolisent les couleurs nationales. L'équipe nationale du Mali, c'est comme si cet aigle-là permettait aux aigles footballeurs de prendre leur envol sur effectivement les équipes adverses. Dans un nouveau Mali, la couleur verte qui remplace le jaune désormais est le signe de l'espoir. C'est un symbole quand même très significatif et que l'on le voit en fond sonore, qu'on le voit en identité visuelle ou en identité sonore, effectivement, je pense que c'est le Mali qui est représenté tout entier. Et c'est un poids énorme, un poids culturel pour les sportifs là qui doivent le porter. Tout est culturel. Le vert qui est l'espoir, qui est notre nature. On a un pays vert aussi, on a un pays d'agriculture. Ces aigles-là, ils viennent d'un peuple qui est riche de ses ressources humaines, riche de ses ressources naturelles, riche de tout. Et donc, qui doivent avoir les moyens justement d'aller justement à la chasse à ces victoires-là. Ils viennent de peuples vaillants et ils doivent vraiment rendre fiers tous les descendants de ces martyrs. Et l'aigle, dans son raccourci, regarde à gauche comme s'il insufflait de l'énergie aux joueurs du Mali. Effectivement, c'est cet espoir-là de la victoire sur l'adversaire. De l'avis des spécialistes de l'histoire de l'art, l'aigle, c'est le roi des oiseaux. Sa vision est énorme. Sa longévité et sa concentration lui permettent de se focaliser sur son objectif, sur sa proie et ne jamais se laisser distraire. Le symbole de l'aigle est très profond. Oumar Kamaraka, professeur d'histoire de l'art. Dans les années 70 au Mali, on avait un entraîneur du nom de Karl qui était très doué et aussi très généreux, alors qu'il faisait des dons à l'équipe nationale du Mali. Et sur ces maillots-là était frappé, en tout cas, le symbole royal, effectivement, qui est l'aigle, qui est le symbole royal de l'Allemagne. Et bien que l'aigle, en tant que tel, ne rentre pas, on peut dire, dans l'iconographie de la faune au plan historique du terme. Mais l'aigle, le roi des oiseaux, est fondamental. Il y a une métaphore au Mali aujourd'hui qui accompagne les aigles du Mali qu'on appelle Samata Ségué. Vous voyez, le Samata Ségué ne veut pas dire forcément l'aigle plus fort que l'éléphant, mais il peut être aussi fort que l'éléphant. Il peut le prendre, mais il ne le lâche pas en plein vol. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que nous sommes ici sur le plan sportif, effectivement, respect effectivement, de l'équipe adverse. L'aigle est connu pour sa témérité. Alassane Suleiman, journaliste. Comme un oiseau parmi les plus grands en termes de chasse. Il bondit sur sa proie. Le monde du sport ici au Mali, dans toutes les composantes de notre société, est un lieu où on sent l'âme de notre culture. On chante et on danse le football avec les couleurs nationales de la République du Mali et à l'unisson, un peuple, un but, une foi. Ainsi prend fin cette édition que vous pouvez trouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Hamza Konaté qui a assuré la mise en ligne. Aux manettes Abse Traoré, c'était au micro Bourama Traoré. Retrouvez tout à l'heure Kani Keita pour la lecture des avis et communiqués pour vous dire qu'il n'y aura pas aujourd'hui la synthèse de l'actualité dans nos régions. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est après le match Mali-Guinée-Bissau dont le coup d'envoi sera donné à 19h au stade du 26 mars. Merci de rester à notre compagnie et passez d'excellents moments de radio.